C'est à Cly, village se trouvant sur le coteau guérandais et surplombant les salines, que Diana et Yves Loïc ont développé leurs activités de maraîchage en créant les jardins de Kerpont d'Armes. Moi, je suis arrivé sur ce terrain il y a 8 ans, donc je l'ai découvert. C'est un terrain que mon père avait acheté il y a 35 ans. Et du coup, un jour, en allant chercher des champignons, je suis tombé amoureux du terrain. C'était une période de ma vie où je savais pas trop quoi faire. Donc je me suis dit, je vais m'installer ici, quoi. Du coup, sur le terrain, je me suis dit, il faut quand même que j'ai une activité pour ramener un peu d'argent. Et c'est là que je suis parti dans le maraîchage. Bon, ça va quoi, on avait quand même des clients, on avait créé une petite AMAP, etc. C'était des gens sympas, mais notre technique n'était pas du tout au point. Donc du coup, au bout de 3-4 ans, j'ai fait, bon, on va faire un petit break quand même, parce que ça ramène pas assez d'argent, quoi. Et puis ça marche pas assez bien, quoi, en fait, tout simplement. Donc on est parti ensuite en voyage pendant un an pour bien réfléchir en fait sur un projet qu'on allait mener sur le terrain. Et là j'ai découvert le sol vivant, voilà, par des auteurs comme Gilles Domenech, Dominique Saltner et Bourguignon, des gens comme ça. Et j'ai découvert une manière complètement différente de faire l'agriculture en travaillant avec la vie du sol. Nous, ce qu'on essaye de faire avec ma compagne, dans notre technique de maraîchage, c'est de stimuler la vie du sol. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que tous les petits insectes qu'il y a dans le sol, ils permettent de décomposer la matière en minéraux. Donc c'est de faire la minéralisation et donc de transformer la matière organique en minéraux qui sont directement assimilables par les plantes. Donc plus on a de vie dans le sol, plus il y a de décomposition de matière, et donc du coup après on n'est pas obligé de fertiliser notre sol. Ça se fait naturellement. En plus, ce qui est intéressant avec les insectes et tous les arthropodes en fait, c'est qu'ils sont constitués de... Alors je ne connais pas exactement le pourcentage, mais il y a peut-être 70% d'eau quoi, dans les arthropodes. Et du coup c'est une ressource en eau aussi. Donc on a moins besoin d'arroser. Et donc ce qu'on essaye de faire, c'est de nourrir cette vie du sol. On nourrit pas le sol, on nourrit pas les plantes, à part le purin de consoude qui est un fertilisant direct, on va dire, mais sinon on essaye de donner à manger aux bêtes. Donc c'est souvent par l'intermédiaire du paillage, donc c'est de la matière morte directement, ou alors aussi avec les engrais verts, comme il y a... en fait les plantes quand elles vont pousser, elles vont produire des sucs dans les racines qui vont nourrir les petites bêtes quoi, tout simplement. Ouais, donc du coup ici c'est une région, une zone qui est très humide, c'était un marécage, ça s'appelait Nou. Et parce que ça collecte pas mal, enfin ça collecte les eaux du coteau, et donc ça reste très marécageux. Du coup on a fait des canaux autour pour installer les serres au milieu des canaux. Ce qui fait que ça reste humide, mais c'est pas marécageux. Donc c'est une zone qui est toujours irriguée par capillarité dans le sol. Et du coup on n'a pas besoin d'arroser. Là il y a les aubergines là, qui commencent à donner aussi à côté. Et du coup dans les serres on a essayé de faire des légumes qui ont du mal à pousser en extérieur chez nous. Et on les met par ordre croissant, donc on commence par les petits là-bas avec des piments poivrons, après on met les aubergines, les tomates. On a quand même mis un plant d'aubergine entre les deux planches de tomates pour éviter que ça fasse trop tomate quoi s'il y a des maladies. Au départ on est parti d'une friche, puis on a fait un petit peu des secteurs, des zones différentes pour accueillir des personnes aussi de temps en temps qui veulent nous donner un coup de main.
l'idée en fait de départ, les plans au départ, c'est nous qui les avons faits, surtout quand on est parti en voyage, quoi. On a bien réfléchi comment est-ce qu'on va structurer le terrain. Chaque zone aussi, on a étudié chaque zone, les avantages des zones, les inconvénients, pour savoir après comment est-ce qu'on va positionner les serres, comment est-ce qu'on va positionner la partie maraîchage en plein air, où est-ce qu'on va mettre les fruitiers, etc. Quoi. On est autonome quoi, pour l'eau parce qu'on a une source quoi, déjà qui produit en permanence. Plus on a enterré une cuve de 10 mètres cubes qui permet de récupérer les eaux de gouttière des voisins. Donc ça nous fait une réserve déjà à la sortie de l'hiver ou au printemps, ça dépend. Donc, tu vois, le lavoir il est déjà bien descendu. Normalement le niveau de l'eau c'est jusqu'en haut. Et donc ici on pompe vraiment en cas exceptionnel. Cette année c'est exceptionnel, c'est trop sec. Donc du coup ça nous sert pour irriguer les serres et pour irriguer le potager. Ça c'est le lavoir du coup. Ouais, ça c'est le lavoir. Et donc c'est une cuvette naturelle, c'est une source qui jaillit par en dessous. Et là déjà on est descendu de 40 cm, donc on a bien pompé. Comme dirait professeur Shadoko. En fait ici là c'est une zone qui est un peu plus fraîche dans le jardin. Du fait qu'il y a le ruisseau en contrebas et il y a le lavoir qui est là-bas. Et du coup on est parti du lavoir, on a planté du sureau autour du lavoir pour faire de la limonade et récolter les fruits. Après les sureaux on a mis les noisetiers et donc après on veut créer ici un petit microclimat, donc on va faire une haie pour séparer du potager, un microclimat plus frais avec les framboisiers, groseilliers, cassis, plusieurs variétés. Voilà, donc c'est une zone, ce sera une zone de fruits rouges. Mais bon, on les a plantés l'année dernière et comme c'est hyper sec, ils sont en mode survie quoi. Mais d'ici 2 ans, normalement, ça va faire des belles haies quoi, de fruits rouges. D'ailleurs, il y en a un petit peu là. Ouais, tout à fait. En fait, on travaille avec des variétés anciennes. Donc les tomates, on a une quinzaine de variétés de tomates. Comme ça nous permet aussi d'étaler les récoltes sur une longue période. Donc on a des tomates qui vont être un peu plus en prime et d'autres plus tardives, comme par exemple la Green Zebra, qui vont donner des tomates. Nous, on a des tomates de juillet jusqu'à novembre, par exemple. Et puis tout ce qu'on va faire, de toute façon, que ce soit les carottes, les navets, enfin tous les légumes qu'on fait pousser, on essaye au minimum de faire 3 ou 4 variétés tous les ans pour voir lesquelles sont les plus adaptées aussi à notre terrain. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des pommes de terre qui vont produire beaucoup plus chez nous que ailleurs et d'autres qui ne vont pas produire beaucoup. Donc forcément chaque sol a son spécifique en fait, et le climat aussi. Il y a des conditions pédoclimatiques quoi, comme on dit, qui font qu'ils seront adaptés plus ou moins à tel légume, telle variété. Donc on essaye de connaître justement les variétés qui sont les plus adaptées à notre sol et à notre climat. Donc du coup les pommes de terre, ici on les a cultivées d'une manière expérimentale, à la manière de Dominique Saltner. Et du coup on a tondu, on a posé les pommes de terre en rang sur l'herbe tondue. Et on a recouvert de foin, de paille, de feuilles, de tout ce qu'on trouvait quoi, en fait. Voilà, une épaisseur à peu près de 10-15 cm. Et puis une fois qu'elles sont sorties, on a pris le foin qui était sur les côtés, puis on les a butés avec le foin. Et l'intérêt du coup, c'est qu'on ne touche pas du tout au sol, donc on ne perturbe pas la vie du sol. Et pour les récolter, alors là on va avoir une expérience par exemple en direct. Donc on n'a pas besoin, l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin d'outils, on peut le faire directement à la main. Donc voilà, on dégage comme ça. Donc tu filmes pour montrer quand même que ça marche, c'est productif comme technique. Et on récolte les pommes de terre et on voit qu'elles sont vraiment super belles. Ah oui, et qu'il y en a autant que si on faisait de la manière traditionnelle, c'est-à-dire enfouis dans le sol et après le butage, sauf qu'on les récolte à la main, on les abîme pas et puis et elles sont propres en plus. c'est cool. Ah mais c'est vraiment super comme technique quoi.
Le haricot grimpant, il demande plus de mise en place parce qu'on est obligé de mettre des tuteurs qu'on appelle des rames. Et du coup, ça met du temps à mettre en place. Et après, c'est beaucoup plus productif a priori que les haricots nains, encore qu'on n'a pas vraiment confirmé ça par l'expérience. Et il paraît que c'est plus productif que les haricots nains, donc sur des petites surfaces, ça t'en fait plus. Et puis ça crée du volume en fait dans le jardin. Cette année, du coup, le jardin il tourne à 70%, quoi, à peu près de ce qui sera au final. Enfin, du moins au niveau des légumes, hein, parce qu'il y aura plein d'autres d'arbres fruitiers et tout ça après. Et du coup, au niveau de la vente, là, on va dire, comme on est vraiment une micro-ferme, on compte à peu près sur une clientèle moyenne entre 70 et 90 clients semaine. Donc, ce qui fait à peu près, comme on ouvre 3 fois dans la semaine, entre 20 et 30 clients à chaque fois qu'on ouvre. Et donc, on a commencé il y a 1 mois. On a juste mis une pancarte à l'entrée du jardin. Donc voilà, c'est comme ça que ça a fait la publicité. Puis maintenant, c'est beaucoup bouche à oreille. Et puis là, on est rendu à peu près à une 60aine de clients par semaine. Donc ça commence déjà à être bien, ça commence à être correct. Il y a le facteur aussi lien social, quoi, qui est très important dans un petit village. Du commerce, on voudrait créer une association autour du jardin où on pourrait faire différentes activités. Donc des activités pédagogiques, quoi, avec des classes, découverte du potager, découverte aussi faire découvrir à des adultes aussi le jardin, ou faire des animations autour du pain, etc., quoi. Voilà, donc les gens qui viennent acheter, donc on commence à bien les connaître. Donc c'est vrai que les clients réguliers, on privilégie quand même les clients réguliers. Donc s'il y en a qui veulent des tomates et que c'est le début des tomates par exemple et qu'il n'y a pas beaucoup de tomates, eh bien, ils vont faire des commandes. Ils peuvent faire un panier même pour un jour de vente. Et nous, on prendra en compte leurs commandes et on mettra de côté les tomates, les aubergines, les choses où on en a un petit peu moins au départ, hein, parce qu'après ça va aller crescendo. Et la troisième forme, là, pour le moment, c'est qu'on débute tout juste un partenariat avec un restaurant à La Baule. Donc, on peut en parler, quoi, je crois. Donc avec le Saint-Christophe. Et du coup, c'est un restaurant gastronomique qui recherche des produits un peu particuliers. Donc du coup, on commence à aussi se diversifier avec des produits qu'on ne faisait pas trop avant, type fleurs de courgettes, des choses comme ça. Voilà. Donc pour nous, c'est vraiment intéressant de travailler un restaurant parce que ça permet de valoriser nos produits.